Moi, mon bien le plus précieux, c'est pas mon ordinateur, c'est mon corps, ma cervelle, et pouvoir les développer. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode d'Éclosion. Aujourd'hui, on accueille un invité hors du commun. Bonjour Cédric Villani. Je suis très heureux de t'accueillir dans Éclosion. Plaisir pour moi. Mathématicien de génie, médaille Fields, homme politique. Donc il y a beaucoup de titres à ta carte de visite. Finalement. Il y en a trop. Et avec Cédric, on avait envie de vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Bonjour Cédric, ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Intelligence artificielle, on va en parler, on va y venir, tu me diras comment tu veux qu'on l'aborde, mais c'est un sujet bluffant, sinueux, toujours surprenant, dans lequel c'était pas du tout dit que je me retrouve à intervenir si souvent. Aujourd'hui, il se passe pas 3 jours sans que j'ai une communication, un podcast, une table ronde, quelque chose lié à l'intelligence artificielle. Oui. Pourtant, c'est pas mon métier, je suis pas programmeur, mais en tant que mathématicien, politique, en charge de la stratégie nationale d'intelligence artificielle il y a quelques années, en tout cas de sa préfiguration, ça s'est trouvé comme ça. Ouais. Alors première question, pour démarrer, c'est quoi une intelligence artificielle ? Ça, tu vois, c'est la question que, naïvement, en tant que mathématicien, je me disais, on va commencer le rapport par la définition. Donc, 2017, le gouvernement me confie une mission sur l'intelligence artificielle, une mission parlementaire. Je constitue une très belle équipe là-dessus, avec des équipes pluridisciplinaires, tu vois. Ouais. Et je me dis, on va commencer par la définition, comme bien toi. Sûr, bien sûr. Et assez vite, j'ai compris qu'il n'y a pas de définition. Impossible de donner une définition. Allez, la meilleure approximation de définition que je puisse te proposer, après ces années passées à aller de forum en forum, de discussion en discussion, intelligence artificielle, c'est tout algorithme, recette numérique, tout algorithme capable d'effectuer une tâche qu'on aurait cru réservée aux humains et qui suscite le buzz. Ouais. Elle est bizarre cette définition, parce que d'abord, on dit qu'on aurait cru, qui c'est on, qui aurait cru, il n'y a pas de définition précise. La conscience collective pensait que telle tâche, c'était une tâche des humains, et puis on se rend compte à un moment que finalement ça peut s'automatiser. Ouais. Mais attention, même ça ne suffit pas. En pratique, quand on parle d'intelligence artificielle, et intelligence, c'est un mot qui est survendu. C'est justement parce qu'il y a une survente du thème, parce que ça fait le buzz. Par exemple, si tu prends un truc qu'on fait tout le temps, tous les jours, ou presque, et qui, moi, a été une vraie évolution dans ma façon de m'informer, d'aller à la pêche aux informations, des éléments importants de ma vie, qui s'appellent les recherches automatiques, Google, Bing, Ecosia, ce que tu veux. Bon. Ça accomplit une tâche qui, auparavant, on aurait cru réserver aux humains. Quand tu avais besoin d'une information sur un sujet que tu ne connais pas, tu vas la chercher, tu vas voir un spécialiste. Tu vas voir un bibliothécaire, c'est quoi votre bouquin, tu vas voir un prof d'université, tu vas voir un ingénieur, etc. Là, tu interroges le web et tu as un algorithme qui va chercher où est-ce qu'il faut regarder. Bon. Mais on ne va pas appeler ça de l'intelligence artificielle parce que ça marche tellement bien qu'on s'y est habitué, ça ne fait plus le buzz. Un grand spécialiste d'IA, en tout cas on prête à un grand spécialiste d'intelligence artificielle la citation « Dès que ça marche, on ne l'appelle plus de l'IA ». Donc l'IA, c'est toujours cette fenêtre mouvante où ça fait le buzz et on se demande est-ce que ça peut le faire ou pas, et où les gens commencent à s'exciter, et où les financiers commencent à mettre de l'argent, il y a quelque chose qui se passe, c'est ça, intelligence artificielle. Et c'est quoi la différence fondamentale, tu vois, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ? Il y a tellement de différences que c'est dur on ne sait pas par où commencer, mais en vrai, d'abord, intelligence, comme on ne sait pas non plus l'intelligence humaine, on ne sait pas exactement la définir, où il y a plusieurs définitions possibles. On peut parler de la capacité d'analyse d'une situation, on peut parler de la capacité de réaction, on peut parler est-ce qu'on y intègre ou pas, est-ce qu'on y pense qu'avec du raisonnement ou est-ce qu'on y intègre les capacités d'émotion, d'empathie, de dialogue, conscience. etc. Est-ce qu'on y met la conscience ou pas ? Donc on voit que tout ça,
Du côté algorithmique, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'être, si tu veux. Il y a en tout et pour tout une formule mathématique, et j'insiste, vraiment une formule incarnée à travers des circuits de silicium seulement parce qu'il y a des courants électriques qui représentent physiquement la formule mathématique en question. Donc, si tu veux, à la fin, ton algorithme, ton programme, tu peux y penser. La plupart du temps, c'est une fonction. Hein. Une fonction. Une fonction au sens mathématique du terme. Pas une fonction au sens parler, manger, dormir. Une fonction au sens f à x associe y. Comme on apprend à l'école, comme on apprend au lycée. Mais x, c'est un truc qui peut avoir des centaines de millions de paramètres. Y peut avoir des centaines de millions pas de paramètres, de composantes. Tu sais, un vecteur avec 200 millions de composantes. Et donc la fonction, elle a tous ces paramètres. Et les paramètres, ils sont juste considérables. Alors, par exemple, tu prends un GPT-4, un nouveau produit vedette de OpenAI, c'est aussi une fonction. Tu entres une question qu'on appelle le prompt, et ça, c'est une chaîne de caractères. Donc, après tout, c'est à l'entrée, c'est un truc avec un certain nombre de paramètres, un certain nombre de composantes, pardon. Ça te sort une réponse, une longue réponse, qui est aussi dans un espace avec plein de composantes. Et il y a des paramètres. Et dans ce cas-là, on parle, la rumeur, parce que c'est pas public, de 1000 milliards de paramètres. Oui. Alors, tu vois, par rapport au lycée, on a je pense pas que tu aies jamais eu affaire à des fonctions de plus de 3 paramètres. Hein. Donc, t'imagines les 1000 milliards, là, 1000 milliards de paramètres. On peut pas l'imaginer même. On peut pas l'imaginer. Même avec ces 1000 milliards de paramètres, si on voulait quantifier le nombre de paramètres qui est dans un cerveau humain, on n'y serait pas. Il manque encore peut-être un facteur 1000 ou 1 million. Mais le fonctionnement du cerveau humain est tellement différent du fonctionnement de cette formule que ça n'a aucun sens de les comparer. Hein. On ne peut pas simplifier le comportement d'un humain par une formule mathématique. Il n'y a pas que ça. D'abord, la façon dont ça fonctionne, tu vois, notre façon de voir les choses, c'est basé beaucoup sur des cas, des impressions, des émotions, de l'intelligence collective. Voilà, il y a de l'intelligence collective, il y a plusieurs formes, plusieurs systèmes de pensée aussi, comme on voit dans le fameux, pour reprendre le fameux ouvrage de Dan Kahneman. Mais il y a toute une façon de faire ultra efficace qui se résume pas à des fonctions, ou si c'est des fonctions, elles sont enchevêtrées d'une façon incroyable. Et ça se fait de façon extraordinairement efficace, en un temps très rapide, avec un apprentissage très, très bref, avec une consommation d'énergie qui est juste minuscule, ridicule. Les humains, ils pèsent pas lourd, et tu vois, on parle de cerveau humain, mais le cerveau animal, c'est pareil. Hein. Une souris, c'est minuscule. Son cerveau a des capacités qui sont encore, même le petit cerveau de la souris, c'est très au-dessus de ce que c'est faire, de ce que peut faire le ChatGPT. Et le GPT-4, on dit que ça coûte des milliards de faire son entraînement complet. Tu vois le truc. Oui, bien sûr. Les grandes boîtes, coûte moins cher. Les grandes boîtes sont en train de raisonner entre elles en capacité énergétique qu'elles arrivent à mobiliser. Ils sont en train de rêver d'avoir chacune sa centrale nucléaire pour uniquement dédiée à faire l'entraînement des modèles. Tu vois, le délire de consommation. Délirant, hein. Là où nous, on consomme quelques petits watts de ci, de là, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Donc, il y a une question, pour terminer juste sur cette intro sur l'intelligence artificielle, il y a une question qui est à la mode quand on parle d'intelligence artificielle, c'est celle-ci. Je l'ai trouvée sur Internet, c'est des scientifiques qui le disent. Est-ce que l'homme est devenu obsolète ? Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Mais oui, on voit ça, il pose cette question. L'homme est-il devenu obsolète ? Ça veut dire quoi ? Par rapport à quoi ? Mais d'abord, hein, si derrière le sujet c'est faire un système automatique dont les performances dépassent celles des humains, sur le domaine de la force physique, ça fait très longtemps qu'on sait le faire. Oui. Sur les tâches précises, ça fait longtemps qu'on sait le faire pour énormément de tâches. Et même, ça veut dire quoi ? Quand on dit quelque chose est obsolète, il faut une échelle de temps qui est déterminée par quelqu'un. Or,
quand on parle d'obsolescence, c'est par rapport à un consommateur. Le consommateur, il veut avoir le produit d'un écrit, etc. Mais le consommateur, par définition, c'est l'humain. Donc je ne comprends pas. Comment tu peux être obsolète par rapport au truc qui est le référent même, qui te dicte l'échelle de temps? Ça n'a juste pas de sens. Cette phrase, elle est, effectivement, on l'entend, mais j'ai beau le tourner dans toutes les directions, je ne vois même pas quel est son sens. Alors moi, je l'ai tourné aussi dans toutes les directions. Malheureusement, j'en ai trouvé un sens. Et c'est obsolète d'un point de vue productiviste. Tu vois. Oui, mais même ça. Prends une mine de je sais pas, un gisement de pétrole, mets un grand derrick, une pompe dessus, et pompe, et voilà, avec cette énergie maudite parce qu'elle est transformée en réchauffement climatique et en calamité, avec cette énergie maudite, tu as un rendement supérieur à celui de n'importe quel humain qui travaille avec son front et ses... Mais c'est déjà le cas depuis des décennies. Il y a le cas plus longtemps. Alors, sauf qu'il y a cette illusion que l'humain... Alors, c'est quelque chose... L'humain n'est pas fier de sa force physique, mais fier de ses capacités intellectuelles. Parce que c'est le cerveau et ses capacités d'imagination, d'intégration qui lui ont permis d'avoir ce statut particulier sur Terre, toutes ces réalisations techniques, etc. etc. Ok, j'entends bien. Mais prends dans le domaine, je sais pas moi, de la finance, tu as déjà depuis longtemps des algorithmes comme comme ceux qu'avait mis au point feu Jim Simons, mathématicien qui a gagné des milliards et des milliards avec ses formules qui extrayaient automatiquement des moindres mouvements de bourse des dollars et des dollars. Son algorithme, il était plus productif en termes de dollars que tout ce que moi, toi, ensemble, tous nos copains, on pourra faire ensemble pour gagner de l'argent et de la productivité. Donc je ne comprends même pas ce qu'elle veut dire, cette phrase. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais merci pour cette intro, tu vois. Maintenant, on a une vision un peu plus éclairée sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de ChatGPT, Midjourney, et l'IA générative révolutionne déjà certains métiers, comme dans le marketing, tu vois, ou même dans la finance, on vient de le dire. C'est déjà le cas. Quand on est étudiant aujourd'hui ou jeune professionnel, une fois qu'on sait ça, tu vois, qu'est-ce qu'on fait avec ces nouveaux outils? On se forme, on apprend à les utiliser, on change d'orientation, on en a peur, ou c'est vraiment une opportunité importante? Alors, on va le prendre dans l'ordre. Moi, j'aime bien fonctionner quand je vais toujours par petites touches pour essayer de cerner le sujet. Ouais. Et d'abord, on parle de l'IA comme si c'était un tout, mais en fait, tu as 36 sortes d'IA et des millions d'algorithmes différents. Ouais. Quelques grandes catégories. La clé dans l'IA, dans les IA, c'est la notion d'apprentissage. Comment est-ce que la fonction est calibrée automatiquement pour fournir les bons résultats, soit avec des règles, c'est comme ça qu'on le disait au début, soit avec des données, des exemples, sans comprendre vraiment quelles sont les règles, mais en apprenant par les exemples, comme nous on apprend l'intuition ou comme nous on apprend à parler les langues quand on est gamin, soit par le calcul, en allant explorer des situations, construire des constructions qui ne sont pas forcément courantes. Et le grand buzz d'aujourd'hui, dans les journaux, on voit les gens qui disent ça va, les uns disent ça va anéantir l'humanité, d'autres disent ça va nous transformer en Dieu, le temps de l'avènement du nouveau Messie est là, donnez-moi les milliards d'ailleurs. Bon, ça c'est le discours. Et c'est l'IA générative, comme on dit, c'est des grands modèles de langage. En partie parce que ça parle et qu'on a cette idée, la parole, la marque de l'intelligence, la parole divine, la parole de la Bible, l'oracle et tout ça. Et donc le truc qui parle, c'est un truc incroyable, mais ce truc ChatGPT qui parle, dans bien des cas bluffant un peu comme un humain, ça a bien plus fait le buzz
que les algorithmes de diagnostic hyper sophistiqués qui font mieux que les meilleurs médecins du monde à détecter tel cancer ou à... c'est vrai. Donc, c'est plus visuel, quoi. C'est plus, voilà, ça parle tout de suite. Ce plus langage, spectaculaire, quoi. Ce langage est spectaculaire et que ce langage, tu te dis, waouh, il y a un truc qui relève presque du sacré. Ouvrage inspirant sur ce thème qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça, vieil ouvrage du philosophe et sociologue et théologien Jacques Ellul qui s'appelle « La parole humiliée », grand critique de la technique, dont on voit en lisant les ouvrages qu'il n'a absolument rien compris à l'algorithmique, mais dont pourtant les prédictions sur la technique s'appliquent très bien à ce que nous sommes en train de vivre avec l'algorithmique. Et en tout cas, donc cette IA-là, c'est celle qui est dans les premières pages de l'actualité. Et il faut se l'approprier. C'est un outil, on peut l'utiliser comme un outil. Alors évidemment, marketing, c'est très intéressant. Il y a eu on a pu montrer que, même dans des trucs qu'on n'attend pas, par exemple, les commentaires rassurants générés par une IA programmée un peu selon ces outils-là pour trouver des paroles rassurantes pour des malades. Ah oui. On a vu que... Ça les rassurait davantage que les paroles des médecins sur des études qui sont là. En particulier, c'est à nous de trouver les solutions, parce que le médecin, quand il te parle, derrière son écran d'ordinateur, d'abord il tape en même temps, donc son débit est ralenti, il parle... Il n'est pas très humain, quoi. Il n'est pas très humain. Tu as en face de toi, en vrai, tu as en face de toi, en vrai, visuellement, le dos de son ordinateur. Ouais. Un écran d'ailleurs, ça fait écran. Voilà. Alors que l'IA, on lui met une jolie image d'un humain, ça te semble visuellement plus rassurant. Ouais. Et ensuite, comme le médecin humain est occupé à taper sur son ordinateur, rentrer les données en même temps... Il est déjà en train de penser au prochain patient, il a aussi ses choses à faire. Le fait de taper, ça te ralentit. Donc l'IA parle, sur les expériences qui ont été faites, 3 fois plus que l'humain. Ah oui. C'est tout bête, mais l'IA se concentre sur la tâche qu'on a affectée. L'humain, il doit en même temps s'occuper de la tâche administrative et s'occuper de la tâche humaine. Il n'est pas bon à faire les deux en même temps. Donc, on a ces cas d'usage dont on ne sait pas trop comment, ici et là, on va se les approprier. Alors, l'IA dite générative, qui est faite pour donner des réponses plausibles, qui semblent presque humaines, quels sont ces cas d'usage ? En marketing, justement, tous les métiers qui relèvent du baratin ou de l'analyse et tout ça, ça peut faire bien du chamboulement. Voir quand, comment, etc. Mais pour chaque métier, tâche, fonction, c'est justement le métier, la tâche, la fonction, l'entreprise qui est la mieux placée pour trouver quel type d'IA va être intéressante et quel cas d'usage. Et oui, il y a vocation à se l'approprier et se dire si je sais ce que je veux faire et si je suis fier de mon métier et que je connais mes objectifs, et bien mettons tout au service des objectifs, y compris les algorithmes, en ayant bien en tête que y a bien des raisons d'avoir peur dans le monde actuel qui sont des raisons bien plus... qui sont des, c'est mon téléphone, c'est la technique qui se révolte. Qui sont des raisons bien plus directes que l'algorithme en tant que tel, c'est que, je sais pas moi, c'est la guerre, il y a des gens qui veulent t'escroquer, te tuer dans bien des cas, prendre le pouvoir, etc. C'est pas l'IA, c'est les gens qu'il faut craindre. Il y a, par les temps qui courent, tellement de gens à craindre que... Bon. Et ces gens, ils peuvent effectivement utiliser l'IA pour la mettre au service de leur noir dessein. Et justement, avec l'IA, on voit quand même beaucoup de choses qui se développent et d'autres un peu moins. Il y a notamment des nouvelles théories, des théories qui parlent de sujets qui impactent notre quotidien, comme par exemple un revenu universel, tu vois, pour compenser peut-être la perte d'emploi. Une société de loisirs, puisque les gens travailleront peut-être moins, et puis c'est l'IA et l'automatisation qui travaillera à notre place à nous. Et des robots intelligents, la conquête de l'espace. On a l'impression presque de vivre dans un film de science-fiction aujourd'hui. C'est vrai. C'est ce que nous vendent les marchands de rêves. C'est ça. Un film de science-fiction. Mais là, on peut aussi le retourner dans bien des sens. La société de loisirs, ça sera peut-être une société d'avachissement, une société d'addiction, une société d'ennui.
il y a un siècle C'est vrai, quand... c'est vrai. Il y a un siècle Ça me donne des quand- frissons. Oui, et puis une société de ségrégation, tu vois, ça c'est le rêve de bien des gens dans la Silicon Valley, à coup sûr. Ah bah, on va travailler avec les vrais intelligents, ceux qui sont prêts à bosser 100 heures par semaine pour devenir riches et célèbres, et les autres, le vulgum pecus, on leur donne un revenu universel pour les faire tenir tranquilles et qu'ils ne fassent pas la révolution, on les met dans un coin, s'abrutir à des jeux vidéo et ils ne nous emmerderont pas. Ça c'est la vision, pour le coup, de plein de monde, et c'est quelque chose qui peut être grave. Et toi, c'est quoi ta vision, ton ambition, si tu veux, pour... La vision, Pour l'avenir. l'enjeu de l'humanité, ouais. c'est des individus et des sociétés, c'est de se développer pour faire des choses dont on soit fier. Le Ouais. travail, il joue un rôle. Pas le surtravail, pas le burn-out, pas le surmenage. Mais le travail dans le sens où on va réaliser des projets ensemble, des choses dont on soit fier, parce que ce sera beau, parce qu'on a sauvé des vies, ou parce qu'on acquiert des savoir-faire, des compétences. Moi, mon bien le plus précieux, c'est pas mon ordinateur, c'est mon corps, ma cervelle, et pouvoir les développer. Être en bonne forme physique et psychique, pouvoir apprendre et ainsi de suite. Et que ces outils, je trouve le moyen de servir m'en cet développer. intérêt. Voilà. De m'en développer, d'y voir plus d'antennes dans les outils de communication et d'information numérique, plus d'antennes pour apprendre davantage et ainsi de suite. Et il y a quelque chose à faire systématiquement. Il y a quelques années où j'ai remis de l'ordre dans certaines pratiques de ma vie, j'ai arrêté de prendre les taxis ou quasiment arrêté. Ouais. Je me suis mis à systématiquement apprendre des poèmes par cœur pour à faire ma propre... Alors j'utilise je sais pas, un logiciel en ligne pour trouver quelle est la poésie que je vais apprendre maintenant, et dans les temps morts, dans les trajets, dans le métro, je me prends mon truc et tout ça, et je m'apprends une petite strophe de plus. J'ai les logiciels les trucs genre Google Maps, Waze ou autres que j'utilise pour trouver moi-même le chemin, et là je vais prendre tel métro, là tel truc, etc. etc. Et donc de façon active, sans me laisser juste bêtement guidé par le taxi, allez, vous m'emmenez là-bas, et puis c'est bon, j'en ai là, voilà, là, je vais remonter le truc, au passage, il y aura tel monument intéressant, etc., etc. Donc, quelque chose qui permet d'avoir une attitude active sur le monde. Et c'est ça. Comme mon cerveau est actif, que le truc que j'apprends et tout ça, comme ça fait partie des fondamentaux de l'humanité. C'est la réflexion célèbre du philosophe Ivan Illich sur les outils, quelle relation avec les outils qui ne doivent pas instaurer une relation de maître à élève, les outils qui sont réversibles, qui n'induisent pas une perte irréversible dans nos capacités, ce qu'il appelle les outils conviviaux, comme si l'outil était avec toi, un partenaire, un convivial, qui te permette de te développer. Voilà. Et tout ça, il y a un ouvrage que je viens de lire, que j'ai trouvé magistral dans cette description du rapport à la technique, pas simplement sur l'IA, mais plus généralement sur le rapport à la technique, au numérique. C'est l'ouvrage d'Alain Damasio qui s'appelle Vallée du silicium. Ça, c'est juste remarquable. Si un jour tu as l'occasion de le podcaster, vas-y sans hésiter. Et il a cette façon, c'est un auteur de science-fiction, et il a cette façon de te montrer en quoi le monde de science-fiction, le monde dans lequel nous vivons, a cet aspect de science-fiction, mais à travers des choses qui sont déjà là dans nos pratiques, dans nos façons de voir les choses, et sans même avoir besoin d'imaginer qu'arrivent les robots qui nous serviront, etc. Les marchands de futur et de rêve, ils sont toujours forts pour te prédire des trucs en oubliant les contraintes matérielles. Souviens-toi, dans les années 60, comment on voyait le monde de l'an 2000, on serait en soucoupe volante. C'est ça, avec des voitures volantes. Des voitures volantes. Et puis on a vu, ça n'arrivera pas pour des raisons énergétiques. On n'a pas l'énergie pour tous faire des voyages dans l'espace et des voitures volantes. Ça ne marche pas. Et là, maintenant, on voit aussi, on ne pourra pas avoir chacun notre IA qu'on entraînera parce que ça demanderait une énergie phénoménale. On a des partages de ressources qui relèvent de la sobriété, de la biologie, des questions environnementales et écologiques et tout ça.
Je trouve que la plus grande révolution, là, actuellement, tu sais, c'est le bouchon qui est attaché à la bouteille en plastique. Tu vois, je vois ce que tu veux dire, le petit truc. Dans les années 60, ils ne pensaient pas à ça, tu vois. Ils ne pensaient pas à ça. Futurologue. Alors moi, j'ai ma... Alors qu'en vrai, c'est ça la révolution. Ouais. Moi, j'ai toujours aussi ma petite gourde. Ça, c'est le marqueur de proximité du gars ou de la fille qui veut être un peu conscient à pas tout gaspiller. C'est ça. Et chacun a sa gourde. Maintenant, on le voit pas, vous le voyez pas, mais il a une très jolie gourde. Ouais, gourde que j'ai prise, petit cadeau de Sciences Po Grenoble. Aussi, les gourdes, elles sont marquées. Au lieu d'avoir ma bouteille, je sais pas, Volvic, Evian ou qui c'est quoi, j'ai ma bouteille Sciences Po Grenoble qui rappelle la conférence dans laquelle j'étais. J'aurais dû t'en apporter. J'ai aussi une gourde de l'Académie des Sciences. J'ai une gourde. Oui, les gourdes, c'est très à la mode. Ouais, c'est très à la mode, les gourdes. Il y a des centaines d'experts et de personnalités qui sont influentes dans l'IA, qui ont posé une question. Devons-nous prendre le risque de perdre le contrôle de notre civilisation ? Tu vois ? Franchement, est-ce que c'est juste pour faire peur ? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est infondé ? Est-ce que l'intelligence artificielle est un risque pour notre civilisation ? Selon toi. Technique en général, on peut argumenter, par bien des aspects, est un risque pour la civilisation, mais cette réflexion, elle date pas d'hier. Elle date au moins de 6 août 1945, l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima. Et c'était vraiment la question. Alors, risque civilisationnel, oui, un peu plus tard, quand Tsar Bomba... la bombe la plus puissante jamais testée explose, peut-être 10 ans plus tard, c'est chez les Russes. Là, pour le coup, Churchill parle de risque d'anéantissement de notre civilisation. Bon. Et la bombe atomique, cela étant, elle est là au sens où, à partir du moment où les progrès de la science atomique étaient là, inéluctablement, le principe en aurait été découvert. 1933, Léo Szilard a l'illumination de ce que serait la réaction en chaîne. Si ce n'était pas lui qui l'avait trouvé, ça serait un autre ou encore un autre. Bien sûr. Il y a cette potentialité de destruction, et pour le coup, potentialité de destruction de la Terre entière qui est dans l'humain. Ouais. Mais je vais t'en donner d'autres aussi, des risques de civilisation à civilisation. Le risque très clair, induit par le réchauffement climatique, avec tout le cortège de calamités, ça peut être des famines, des sécheresses, des inondations, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il provoque quelle technologie, quelle finalité qui prend un risque aussi phénoménal? C'est en grande partie des choses auxquelles on ne pense pas comme des destructeurs, mais le béton, dont la production est phénoménalement productrice de gaz à effet de serre, la viande, qui est l'un des trucs qui ravage l'humanité, pour la santé aussi d'ailleurs, dans sa surconsommation, les voitures, dont à travers la consommation de pétrole, à travers les matières, etc., les pesticides, les insecticides chimiques, tout ce que tu veux. L'activité humaine, quoi. Chaque fois, toutes ces techniques, dont à chaque fois l'activité et la suractivité viennent mettre en péril effectivement la civilisation. Alors, on peut effectivement poser la question, est-ce qu'on a le droit, l'IA, etc., etc. Et dit, ok, la question est légitime, mais les gars, il y a aussi tout cet ensemble-là de problèmes qu'il ne faut pas oublier. Qu'il ne faut pas oublier, qui sont plus sûrs. C'est pas, est-ce que peut-être ils sont là. J'aime bien parler des infernos B, le béton, la bidoche, la bagnole, on peut y rajouter la bombe, tous ces trucs-là, ça ravage pour sûr. Et quand on voit ces grands vendeurs de rêves et de techniques qui disent est-ce qu'on a le droit et qui pointent du doigt le truc, c'est aussi pour attirer l'attention à travers ces réflexions sur le problème brillant là-haut, où on se demande l'humanité, l'intelligence artificielle, tout ça, aussi un moyen d'attirer les milliards vers leur secteur, sans regarder de façon bien plus pédestre les problèmes
que les scientifiques du GIEC, de l'IPBES d'ailleurs, nous montrent et qu'il faudrait qu'on résolve. Ah, oui. Et ils le disent presque explicitement, hein. Eric Schmidt, de l'ancien patron de Google, qui disait il n'y a pas longtemps dans une interview, de toute façon, on n'arrivera pas à tenir nos engagements climatiques, autant les oublier et se concentrer sur l'intelligence artificielle. Alors là, bien sûr. Les bras t'en tombent, quoi. Bravo. En plus, quand on a vu tout le bazar que ça a développé dans le débat public, s'imaginer qu'avec l'IA, on va retrouver davantage de sérénité, c'est vraiment le comble de la naïveté. Ouais, et justement, un pays comme la France, on peut, nous, Français, défendre un modèle plus éthique, tu vois, de l'intelligence artificielle, de son utilisation. Oui, alors d'abord, la France est un pays qui est aussi très attaché à son cadre de vie, au travail sur le futur, etc., etc. Bien des financiers américains voient la France comme un pays communiste, plein de grèves et tout, mais c'est aussi parce que c'est un pays où on réfléchit et où on se dit que peut-être qu'il y a des excès là, mais en tout cas la France, bon sang, c'est un pays où on a compris que c'est pas amasser des milliards le but en soi de la vie. Non, clairement pas. Et donc, il y a quelque chose à inspirer. Le cadre de vie français est mondialement célèbre et a raison. Et c'est plus important pour être heureux d'avoir le croissant croustillant que le milliard à manger le matin. Enfin, je dis ça, ou le smartphone, ou qui sait quoi. Évidemment, tu vas me dire, oui, mais le milliard permet d'acheter le croissant. Mais tu l'oublies en fait, parce que tu n'y penses plus. Oui, alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours refusé les ponts d'or que pouvaient m'offrir les grandes universités américaines ici et là pour, à la fin, retourner en France où il y a le cadre de vie, la culture auquel je suis si attaché. Mais la France, c'est aussi un grand pays technique, grand pays d'informatique et de mathématiques. Le pays, l'un des pays les plus influents du monde en mathématiques, et peut-être le programmeur qui a joué le plus grand rôle dans les méthodes d'intelligence artificielle moderne au réseau de neurones, celui qui est le plus respecté, celui qui a su garder la tête froide, celui que je consulte toujours. Il s'appelle Yann Lequin, c'est un Français, c'est un Breton comme son nom l'indique. Il a fait l'essentiel de son parcours aux États-Unis, avec AT&T, avec IBM, avec Facebook, mais en tout cas c'est un Français. Et il y en a plein des Français influents là-dedans. Et donc la France a son mot à dire. Et c'est rassurant ? Oui, parce que être soi-même un acteur, et quand je dis soi-même, c'est aussi la culture à laquelle tu appartiens, les entreprises à laquelle des acteurs, sans être juste dépassé sur le côté, ça fait partie de ce qui est rassurant. Entre parenthèses, il faut bien avoir en tête, au niveau algorithmique, la France est dans le jeu, c'est beaucoup plus compliqué au niveau industriel, au niveau de l'industrie numérique. C'est très physique, c'est construire l'ordinateur, les serveurs, l'énergie qui va avec tout ça. Et là-dessus, le retard européen sur l'Amérique est effectivement considérable, sur l'Amérique et l'Asie. Et partition européenne, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui s'aborde bien à l'échelle européenne et qu'il faut mettre et remettre sur la table dans cet horizon-là. Alors pour les jeunes qui grandissent, tu vois, dans un monde hyper connecté aujourd'hui, tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu as TikTok, peut-être pas. Non, moi, ça m'est arrivé de regarder des vidéos de TikTok à partir des sélections YouTube ou de choses comme ça, mais non, je ne suis pas un consommateur. Là, on a un algorithme quand même qui est très puissant et qui peut même des fois être dangereux, tu vois, d'une certaine manière. Les jeunes aujourd'hui sont dans un monde qui est hyper connecté. Comment on les encourage justement à garder, tu vois, des valeurs d'empathie, de lien social ? Très connecté, très, très dangereux. C'est la grande aventure des télécommunications qui a été peut-être la révolution technique la plus marquante de la dernière génération, a abouti à ce monde hyper connecté. On parle d'infobésité pour cet amoncellement d'informations, d'images, qui plus que des informations te donne à chaque fois des clichés, des visions du monde, participant à mettre chacun dans son couloir sa catégorie ou à imprimer des visions du monde de façon extrêmement puissante. Là encore, Ellul, que je citais tout à l'heure, est très inspirant à lire avec cette optique. Et avec des algorithmes de sélection d'informations qui viennent t'apporter le contenu qui va le plus te toucher dans une démarche qui, effectivement, sans limite, alors une démarche politisée, parce que l'algorithme de TikTok ne sera pas le même que l'algorithme de Facebook, qui ne sera pas le même que l'algorithme de Twitter, et ainsi de suite, ou d'Instagram, avec des ambiances différentes, des visions du monde différentes, et la possibilité
pour les uns les autres d'imprimer leur vision du monde de façon insidieuse. On sait qu'il y a plein de manipulations avec des faux comptes, des comptes qui s'infiltrent, qui sont dormants avant de venir dérouler leur agenda politique. On sait qu'il y a plein d'espionnage. On sait qu'il y a une façon de toucher de faire appel à l'empathie aux uns et aux autres qui est extrêmement puissante. Et puis il y a l'arrivée, les images violentes, les images pornographiques. Le jour de l'attentat à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, attentat islamiste, la vidéo a été mise en ligne sur les réseaux sociaux, sur Facebook, quelque chose comme 1 million de fois par des terroristes ou des sympathisants des terroristes. 1 million de fois automatiquement par des algorithmes. Et aussitôt, elle a été retirée automatiquement par les algorithmes de Facebook 1 million de fois ce jour-là. Cette vision incroyable dans laquelle c'est algorithme contre algorithme, une orgie de techniques et d'énergie visant à ce que rien ne se passe finalement. Ouais. La technologie, est-ce que ça peut rapprocher les gens ? Réponse, oui. Mais ce n'est pas forcément la règle générale. Je commence par le oui, parce que d'abord on sait la technologie ou la technique, une façon de se maintenir en contact, même dans des situations difficiles, une façon de maintenir un lien avec tes enfants, maintenir un lien avec ton amour qui est loin de là. Et ça, c'est des choses qu'on a tous testées, expérimentées. Mais aussi, alors dans l'exemple que je donne, en faisant bien attention, ce sont à chaque fois des relations qui ont été le plus souvent établies en présence, biologiquement, chimiquement. Ouais, le vrai lien, ça reste une affaire de biologie où on est en présence et où quelque chose qui parle à la biologie. Il faut d'abord se rencontrer physiquement et garder le lien grâce à la technologie plutôt que l'inverse. Bon, certains se rencontrent au début via la technique, puis physiquement, et ensuite quelque chose qui reste. Ça peut arriver aussi. Mais il y a d'autres moyens, par exemple, pour certaines personnes avec des profils cognitifs particuliers, des autistes selon tel ou tel trait, vont avoir plus de facilité à échanger par le truchement de tels robots, par exemple. Ça, j'ai vu des petits robots faits pour certains enfants autistes qui leur permettent de communiquer, soit par les robots, soit de parler à une autre personne par le biais du robot, ou dans certains cas des personnes qui ont eu des traumatismes, etc. Il y a bien des cas dans lesquels un humain a du mal, par nature, à communiquer avec un autre humain. Donc là, ce sont des cas où la technique peut aider. Maintenant, la grande tendance de fond globale, statistique, si je puis dire, spontanément, la technique supplémentaire, elle aboutit, ce qu'on voit, plutôt à un éloignement qu'à un rapprochement. Voilà. Et c'est cette sorte de grande épidémie de solitude, une perte de contact physique, diminution même assez spectaculaire des rapports sexuels qui est en cours à laquelle nous assistons. Alors, j'ai cité tout à l'heure Alain Damasio qui décrit ça très bien, la bulle d'enfermement dans son algorithme qui te sépare, encore plus quand tu es dans ta voiture, encore plus quand c'est une de ces voitures autonomes qu'on voit de ci, de là dans la Silicon Valley, le cocon dans lequel tu es physiquement séparé de tout le reste, avec cette illusion de communiquer, mais qui t'éloigne, te sépare psychiquement et physiquement. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je posais cette question, parce qu'on est quand même... La jeune génération, de manière générale, si tu veux, c'est un enfermement sur son smartphone, à scroller, comme ils disent, tu vois, sur des algorithmes qui sont faits exprès pour leur montrer exactement ce qu'ils ont envie de voir. Il y a des mécanismes derrière qui sont engendrés, dopamine, etc. Pour capturer l'attention. Capturer l'attention. Et qu'est-ce qui capture bien l'attention ? Dans bien des cas, c'est la polémique, c'est le scandale, tu te sens dessus. Et puis, tu vois, comme c'est bien plus efficace que les outils que la télévision. Télévision, tu regardes le truc. Mais plus personne ne regarde la télévision aujourd'hui. Et alors, on voit les gens, ils regardent le truc dans le micro, ça. Mais à travers le geste, tu t'engages. Ouais. Alors, on va dire, c'était ce qu'on entendait il y a quelque temps, oui, mais justement, ça permet d'avoir une attitude
active, et donc c'est bien, on n'est pas passif devant la télé, on choisit son programme, etc. Il y a un élément de vérité là-dedans, mais attention, l'engagement, c'est aussi une façon justement d'être davantage engagé, justement, davantage conditionné. De la même façon que les meilleures méthodes de conditionnement, de propagande, ça aussi c'est un thème sur lequel avait travaillé Ellul et d'autres, c'est pas juste donner, voici les règles, c'est te mettre dans des petits groupes de discussion, noyautés par une personne qui est un agent du système et qui te fait discuter et toi-même parler et toi-même trouver et te mettre dans la situation active de t'enchaîner. Toutes ces interactions, c'est une façon de nous enchaîner plus activement. On voit bien cette dualité, et ça serait absurde de dire qu'il y a une neutralité de la technique. La technique, comme elle va jouer sur différents ressorts, notre dopamine va être sensible à ceci, notre faculté de nous obséder va être sensible à ça, etc., etc. Elle peut jouer aussi sur d'autres de nos pulsions, à vouloir garder tel ou tel truc, mais ce sont, que ce soit les uns, les autres, sont des choses qui sont orientées par rapport à nous. On n'a pas une neutralité d'un outil qu'on pourrait choisir de prendre dans tel ou tel sens. C'est un outil qui a été designé sur une fonction qui va spontanément induire tel ou tel comportement. Et pour conclure, quel serait ton message aux jeunes qui doutent de la bienveillance de l'IA pour le futur? La technologie, ça rendra un monde meilleur, ou est-ce qu'on se berce d'illusions? En premier, simple, ne vous posez pas la question, faites le deuil au sens, c'est pas la technologie en soi qui rend le monde meilleur. C'est pas la technologie en soi qui rend heureux, c'est pas la technologie en soi qui rend les choses meilleures. Mais si votre but c'est de faire un monde meilleur, de faire un monde plus heureux, vous pouvez vous servir de la technique au service de cet objectif. La bonne question, c'est quel est l'objectif? Où sont les gens avec qui je veux faire équipe et quels sont les projets dans lesquels je veux être? Je montre mon ONG qui va sauver le monde, ou je suis dans mon projet, ou je suis dans ma famille. Comment je mets la technique au service de ma famille? Et ça, c'est la démarche active. Arrête de poser la question, c'est ça que je dis aux jeunes, arrête de te poser la question en disant est-ce que c'est ci et ça, est-ce que ce machin il est bon ou mauvais? Pose pas la question. Ce bidule-là, en tant que tel, il ne te fera pas de cadeau. Il a été conçu par des gens qui veulent leur propre bien pour t'exploiter d'une façon ou d'une autre. Et encore plus si c'est gratuit. Comme on sait bien, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc arrête de te poser la question, ne sois pas naïf. Mais si tu sais ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux développer, tu peux mettre ce truc-là au service de ce que tu as décidé. C'est pas à lui de te le dicter, c'est à toi de te trouver. Merci Cédric. À ton service. J'étais très très content de t'accueillir dans Éclosion, et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime là où vous êtes et à vous abonner à Éclosion. On aura encore plein d'autres épisodes inspirants. Ouais, et puis pour tes auditeurs aussi, comme j'aime bien penser, voilà, un truc en emmène un autre. D'abord, je vais faire une pub pour mes podcasts sur un autre genre, podcast que je fais pour France Culture qui s'appelle Les Contes des Mini-Sciences. Je les ai écoutés. Tu en as écouté là. Génial. À chaque fois, je prends un sujet technique et je montre comment il se transforme en sujet de société, mais sans juste faire la critique ou le panégyrique de l'extérieur, en rentrant dans la technique, en montrant l'aventure qu'il y a derrière. C'est une culture technique qui va derrière. Ouais. Et puis aussi, j'ai donné quelques références d'ouvrages, je vais t'en donner d'autres aussi sur l'IA. 2 ouvrages que je recommande toujours, qui sont très critiques, mais qui en même temps font comme le procès à charge, tout en expliquant les ressorts. L'un, c'est l'ouvrage de Cathy O'Neill, qui s'appelle Algorithme, la bombe à retardement. L'autre, c'est l'ouvrage de David Chavalarias, qui s'appelle Toxic Data. L'un et l'autre sont des scientifiques, mathématiciens, algorithmiciens, bien réputés, qui expliquent bien où sont les dangers, les phénomènes, les cas d'usage et tout ça. Et donc ça, ce sont des ouvrages qu'on peut lire, s'approprier pour y retrouver quelque chose pour y trouver quelque chose qui va après mieux armer tes auditeurs pour trouver leur voie. On les mettra en description dans le podcast. Merci beaucoup Cédric. Je bégaye. À ton service David.